Ce qu'il y a avec le fait de travailler pour la direction du renseignement du ministère de l'Intérieur, c'est que votre famille ne comprend jamais vraiment ce que « classifié » signifie. Pas vraiment. Pour eux, c'est juste un mot que vous utilisez pour avoir l'air important, pour éviter d'expliquer votre travail de bureau ennuyeux, pour vous faire paraître plus intéressant que vous ne l'êtes réellement. Je suis Sandrine Dubois, 31 ans, et je travaille comme analyste principale du renseignement pour le ministère de l'Intérieur depuis 6 ans. Mon niveau d'habilitation de sécurité est TSSI avec un accès spécial au renseignement antiterroriste. J'analyse les données de menaces, je coordonne avec les agences internationales et j'aide à prévenir les attentats sur le sol français. Mais pour ma famille, je suis juste Sandrine qui travaille pour le gouvernement à faire de la paperasse. Ma sœur aînée, Amélie, est pédiatre. Mon frère cadet, Thomas, dirige une agence de marketing prospère. Ils ont des carrières que les gens comprennent. Des carrières qu'ils peuvent expliquer lors de dîner. Des carrières qui rendent maman et papa fiers. J'ai passé 6 ans à répéter que je ne pouvais pas discuter de mon travail tant de fois que ma famille croit sincèrement que je n'ai rien d'intéressant à raconter. Le problème a commencé il y a 3 mois lorsque j'ai fait l'erreur de travailler à domicile pendant une visite familiale. J'étais chez mes parents en banlieue parisienne pour le week-end d'anniversaire de maman. C'était censé être relaxant, une pause de l'intensité de mon travail. Mais le vendredi après-midi, mon superviseur a appelé pour une situation urgente. Une menace crédible avait émergé, nécessitant une analyse immédiate. J'ai besoin que vous examiniez le dossier de renseignement et que vous fournissiez une évaluation dans les 4 heures, avait dit la directrice Valois. Je vous l'envoie sur votre système domestique sécurisé maintenant. Compris, avais-je répondu, me dirigeant déjà vers ma chambre d'enfance où j'avais installé mon ordinateur portable sécurisé. J'ai des protocoles pour le travail à distance, ordinateur portable crypté, authentification biométrique, connexion réseau isolée, mesures de sécurité physique. La porte de ma chambre avait une serrure renforcée que j'avais installée moi-même. Les fenêtres avaient un film de sécurité. C'était aussi sécurisé que je pouvais rendre un lieu civil. Le dossier de renseignement contenait 47 pages de données d'évaluation de menaces classifiées, de communications interceptées, de photos de surveillance, de suivi financier, de rapports de sources. Il détaillait une cellule terroriste présumée planifiant une attaque contre les infrastructures de transport. Des vies dépendaient de la précision et de la rapidité de mon analyse. J'avais travaillé 3 heures d'affilée à recouper des données, à construire des analyses chronologiques, à identifier des connexions de motifs. J'étais plongée dans le travail quand maman avait frappé à ma porte. Sandrine, chérie, le dîner est prêt. Je descends dans 1 heure, maman. Je travaille un vendredi soir. Ma chérie, tu dois te détendre. Ce n'est que du travail. Ça peut attendre. J'avais voulu expliquer que ce n'est que du travail signifiait empêcher des gens de mourir, mais je ne pouvais pas le dire. Alors, j'avais simplement répété, je descends quand j'aurai fini. S'il te plaît, ne me dérange pas. Elle était partie, mais je l'avais entendue parler à papa en bas. Elle s'est encore enfermée dans sa chambre avec son ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas juste prendre un week-end de congé. À quel point la paperasse gouvernementale peut-elle être importante ? J'avais terminé l'évaluation à 20 heures, l'avais transmise par des canaux sécurisés, et avait rejoint la famille pour un dîner tardif. Amélie était déjà partie pour gérer une urgence patiente. Thomas montrait à maman et papa sa dernière campagne de marketing sur sa tablette. Sandrine sort enfin, avait dit papa avec une douce taquinerie. Ton frère a été là tout le week-end sans vérifier son travail une seule fois. Tu pourrais apprendre quelque chose de lui sur l'équilibre vie pro-vie perso. Mon travail a des exigences différentes, avais-je dit prudemment. La bureaucratie n'attend personne, hein ? Thomas avait ri. Ça ne me manque pas de travailler pour les autres. Être son propre patron, ça veut dire que tu contrôles ton temps. J'avais laissé tomber comme toujours. Il ne comprenait pas que je ne vérifiais pas des emails ou ne peaufinais pas des feuilles de calcul. J'analysais littéralement des menaces à la sécurité nationale, mais je ne pouvais pas le leur dire, alors je passais juste pour une bourreau de travail sans limite. Le lendemain matin, j'avais laissé mon ordinateur portable sécurisé dans ma chambre verrouillée pendant que j'allais courir. Protocole standard,
appareil sécurisé, chambre verrouillée, membres de la famille qui avaient été briefés à plusieurs reprises de ne pas toucher à mes affaires de travail. J'étais partie 45 minutes. Quand j'étais revenue, en sueur et prête pour une douche, j'avais trouvé la porte de ma chambre ouverte. Mon cœur avait chuté dans mon estomac. J'avais couru à l'intérieur pour trouver mon ordinateur portable sécurisé fermé sur le bureau où je l'avais laissé, mais ma mallette était ouverte. Le dossier de renseignement imprimé sur lequel j'avais travaillé, que j'aurais dû sécuriser dans le boîtier verrouillé avant de partir, avait disparu. Maman, avais-je appelé, essayant de contenir la panique dans ma voix. Quelqu'un est entré dans ma chambre? Oh, chérie, oui, avait rappelé maman depuis la cuisine. J'avais besoin de prendre ton linge. La porte était verrouillée, mais j'ai utilisé la clé passe-partout. Je n'ai pas touché ton ordinateur. Ne t'inquiète pas. La clé passe-partout, celle dont j'avais oublié l'existence depuis mon adolescence. J'étais descendue en tremblant. Maman, papa et Thomas étaient dans le salon, et étalés sur la table basse se trouvaient 47 pages de documents de renseignements classifiés. Maman, avais-je dit, la voix soigneusement contrôlée. Où as-tu eu ces papiers? De ta mallette, ma chérie. Thomas posait des questions sur ton travail, et j'ai pensé que ce serait bien que tu partages pour une fois. Tu es toujours si secrète. Elle avait souri, complètement inconsciente. Nous les avons parcourus. C'est en fait assez intéressant, même si je ne comprends pas grand-chose. Thomas tenait une page avec des photos de surveillance. Papa lisait un mémo d'évaluation de menaces marqué « Top secret SEI noir fort en lettres rouges en haut. Ce sont des documents classifiés, avais-je dit doucement. Vous venez de commettre un crime fédéral. Maman avait ri. Oh, Sandrine, ne sois pas si dramatique. Ce ne sont que tes papiers de travail. Nous sommes ta famille. Ces documents, avais-je continué en sortant mon téléphone, sont des informations compartimentées sensibles de top secret. Ils détaillent une enquête antiterroriste active. Un accès non autorisé est un crime. Une divulgation non autorisée pourrait entraîner la mort de personnes. Sandrine, détends-toi, avait dit papa, d'un geste de la main. Nous n'allons rien dire à personne. Nous étions juste curieux de savoir ce que tu faisais vraiment toute la journée. Mon téléphone avait un bouton panique. Une fonction de sécurité pour exactement ce genre de scénario, accès non autorisé à des matériaux classifiés par des individus non habilités dans un lieu non sécurisé. J'avais appuyé dessus pendant qu'il parlait. Vous devez poser ces documents immédiatement. Ne lisez pas un mot de plus. Ne les touchez pas, posez-les sur la table et reculez. Juste partager ton travail gouvernemental ennuyeux, avait dit maman avec exaspération. Rien d'important ici. Papa continuait de scanner la page dans ses mains, plissant les yeux sur les photos de surveillance. C'est en arabe? Tu traduisais quelque chose? Thomas avait son téléphone sorti, photographiant apparemment l'une des pages. C'est plutôt cool en fait, Sandrine. Tu es comme une vraie analyste. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit que tu travaillais sur des trucs comme ça? Parce que c'est classifié, avais-je dit. Thomas, supprime cette photo tout de suite. C'est juste pour moi, avait-il protesté. Je ne vais la poster nulle part. J'avais appuyé sur le bouton d'alerte de sécurité de mon téléphone. La réponse d'urgence serait immédiate, probablement 3 à 5 minutes étant donné notre proximité des installations fédérales en Île-de-France. Tout le monde doit s'asseoir, avais-je dit. Posez tous les documents. Mettez vos mains où je peux les voir. Maman avait même ri. Sandrine Dubois, tu es ridicule. Nous sommes tes parents. Des personnes non autorisées ont accédé à des documents top secrets contenant des renseignements sur une opération antiterroriste active, avais-je dit, parlant maintenant partiellement pour l'enregistrement qui s'était activé lorsque j'avais appuyé sur le bouton panique. 3 individus présents. Lieu, 2847, Allée des Chênes, banlieue parisienne. Matériaux compromis. Référence du dossier de renseignement complet. J'avais énoncé la désignation classifiée. Des photos ont été prises par une personne non autorisée sur un appareil personnel. Demande d'équipe d'intervention immédiate. Qu'est-ce que tu fais? Avait demandé Thomas, commençant à avoir l'air nerveux.
Mon travail, avais-je répondu, que vous venez de massivement compliquer. C'est à ce moment que nous avions entendu les véhicules à l'extérieur. Plusieurs véhicules arrivant rapidement. Papa était allé à la fenêtre. Sandrine, il y a des SUV noirs dans notre allée. Au moins 4. Des gens en tenue tactique en sortent. Ce sont les équipes d'intervention du ministère de l'Intérieur, avais-je dit doucement. Tu as appelé la police pour ta propre famille? La voix de maman était montée en flèche. J'ai activé les protocoles de sécurité obligatoires pour les documents classifiés compromis. Ce qui se passe ensuite n'est pas mon choix. C'est la loi fédérale. La porte d'entrée s'était ouverte avec fracas. Il l'avait forcée plutôt que de frapper. 6 agents armés en tenue tactique avaient balayé le salon, armes au poing. Ministère de l'Intérieur. Tout le monde au sol maintenant. Maman avait hurlé. Papa s'était figé. Thomas avait laissé tomber son téléphone et levé les mains. Au sol. Main derrière la tête. Ils s'étaient tous exécutés, s'allongeant face contre terre sur le tapis pendant que les agents sécurisaient la pièce. Un agent s'était dirigé vers moi. Agente Dubois? Oui. 3 individus non autorisés ont accédé à des documents classifiés de ma mallette. Dossier de renseignement complet sur l'opération Sable. Un individu a photographié des documents sur un appareil personnel. J'avais montré le téléphone de Thomas par terre. Sécurisez tous les appareils électroniques. Mettez tous les documents dans des sacs. Personne ne touche à rien. Une autre équipe avait balayé la maison, vérifiant la présence d'autres personnes. Un 3e agent avait commencé à photographier la scène, les documents étalés sur la table basse, les téléphones, la mallette, tout. Sandrine, qu'est-ce qui se passe, avait sangloté maman depuis le sol. Pourquoi tu nous fais ça? Je ne fais rien, maman. Vous avez accédé à des documents classifiés sans autorisation. C'est un crime fédéral. Ces agents suivent les protocoles de réponse obligatoires. L'agent principal avait vérifié les documents sur la table. Bon sang. Ce sont des évaluations de menaces actuelles. Des renseignements d'opérations actives. Oui, monsieur. J'effectuais une analyse à distance. Les documents auraient dû être sécurisés dans un étui verrouillé. C'est mon erreur. Mais l'accès non autorisé s'est produit lorsque ma mère a utilisé une clé pour entrer dans ma chambre sécurisée et a retiré des documents de ma mallette à mon insu et sans ma permission. Votre mère? L'agent avait regardé les 3 personnes par terre avec une nouvelle compréhension. Des membres de la famille? Oui, monsieur. Ils ont été briefés à plusieurs reprises de ne pas toucher à mes affaires de travail. Je leur avais rappelé verbalement plusieurs fois ce week-end. Savaient-ils que les documents étaient classifiés? Les documents sont clairement marqués, top secret, sur chaque page. Ils ont été informés que c'étaient des documents de travail classifiés. Ils ont choisi d'y accéder quand même. Thomas s'était mis à pleurer. Je ne savais pas que c'était si grave. Sandrine, s'il te plaît, dis-leur que c'était juste un malentendu. Tu as photographié un document classifié, avais-je dit platement. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Un autre agent était ressorti de l'étage avec mon ordinateur portable. L'appareil sécurisé semble intact. Verrouillage biométrique engagé. Pas de tentative d'accès non autorisée. Dieu merci, avais-je murmuré. S'ils avaient essayé d'accéder à mon ordinateur portable, cela aurait été encore pire. L'agent principal m'avait pris à part pendant que son équipe continuait de traiter la scène. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je lui avais donné la chronologie, travail le vendredi soir, sécurisation de l'ordinateur portable, mais échec de la sécurisation des documents imprimés dans l'étui verrouillé. Départ pour une course, retour pour trouver la famille avait accédé à ma chambre et retiré des documents. Les trouver en train de lire et de photographier des documents classifiés. Ils vont être arrêtés, avait dit l'agent. Ce n'était pas une question. Je sais que vous comprenez que cela détruira vos relations familiales. Je comprends, mais ces documents contiennent des renseignements qui pourraient identifier des sources, compromettre des opérations et faire tuer des gens s'ils étaient divulgués. Ma famille n'a pas de passe-droit parce que nous partageons de l'ADN.
Il avait hoché la tête sombrement. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais je suis désolé quand même. Ils avaient emmené maman, papa et Thomas en garde à vue. Menottes souples, lecture de leurs droits, la procédure complète. Maman était hystérique. Papa m'avait regardé avec une trahison dans les yeux. Thomas n'arrêtait pas de dire « Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne savais pas. » Mais ils avaient su. Je leur avais dit 100 fois de ne pas toucher à mes affaires de travail. Ils n'avaient juste jamais cru que ces affaires importaient vraiment. Ma sœur Amélie était arrivée 1 heure plus tard. Elle avait été contactée en tant que plus proche parente. Elle m'avait trouvée assise dans le salon, désormais une scène de crime documentée avec des agents toujours en train de traiter les preuves. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, avait exigé Amélie. Maman m'a appelée en pleurant depuis le poste de police. Elle a dit que tu l'avais fait arrêter. Elle a accédé à des documents de renseignement classifiés, avais-je dit avec lassitude. Papa et Thomas aussi. J'ai suivi les protocoles de sécurité obligatoires. Le reste était inévitable. Sandrine, ce sont nos parents, pas de la paperasse. Des renseignements antiterroristes actifs qui pourraient compromettre des opérations en cours et faire tuer des gens s'ils étaient divulgués. Et je me fiche que ce soit mes parents. La loi non plus. Amélie m'avait regardé fixement. Tu as perdu la tête. Tu vas laisser notre mère aller en prison à cause de ton stupide travail? Ce n'est pas mon choix, Amélie. Ils ont commis des crimes fédéraux. Au moment où ils ont accédé à ces documents, le résultat était déterminé. J'ai signalé comme l'exige la loi. Tout le reste est hors de mes mains. Tu aurais pu ne pas le signaler. Alors j'aurais commis un crime, un manquement à l'obligation de signaler une faille de sécurité. J'aurais perdu mon habilitation, ma carrière, et j'aurais probablement fait face à des accusations criminelles moi-même. Et si ces renseignements avaient été davantage compromis, des gens auraient pu mourir. C'est ce que tu voulais que je fasse? Elle m'avait regardé comme si j'étais une étrangère. Je voulais que tu protèges ta famille. Je protège ma famille, avais-je dit doucement. Et environ 67 millions d'autres personnes qui vivent dans ce pays. Votre famille n'est pas plus importante que la sécurité nationale. La famille de personne ne l'est. Amélie était partie sans un mot de plus. L'enquête avait duré 3 semaines. Maman, papa et Thomas avaient été libérés sous caution, mais faisaient face à de graves accusations fédérales, accès non autorisé à des documents classifiés, divulgation non autorisée, et dans le cas de Thomas, reproduction non autorisée de documents classifiés. Leur avocat, un ancien procureur fédéral qui comprenait exactement à quel point ils étaient dans le pétrin, avait négocié des accords de plaidoyer. Maman et papa ont plaidé coupables de délit d'accès non autorisé avec 2 ans de probation, 50 000 € d'amende chacun, et une formation obligatoire en sécurité. Thomas, parce qu'il avait photographié des documents, faisait face à des accusations criminelles. Il a plaidé coupable d'un chef d'accusation en échange de 18 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de libération sous surveillance. Ma famille était détruite. Les frais juridiques à eux seuls ruineraient mes parents. L'entreprise de marketing de Thomas s'était effondrée. Qui veut embaucher un criminel condamné qui a photographié des documents gouvernementaux classifiés? Sa femme avait demandé le divorce. Amélie refusait de me parler. La famille élargie avait pris parti, la plupart contre moi. J'avais été désinvitée des réunions de famille, retirée des discussions de groupe familial, traitée comme si j'avais commis une trahison impardonnable. Et peut-être que je l'avais fait de leur point de vue, mais de mon point de vue, ils avaient commis une trahison impardonnable en premier. On leur avait dit à plusieurs reprises de ne pas toucher à mes affaires de travail. On les avait avertis que mon travail était classifié et sérieux. Ils avaient choisi de ne pas tenir compte de tout cela parce qu'ils ne croyaient pas que ce que je faisais importait réellement. Ils s'étaient trompés. 4 mois après l'incident, j'étais assise dans le bureau de la directrice Valois pour une revue de sécurité. Votre situation familiale a été minutieusement étudiée, avait-elle dit, examinant le dossier. Nous avons conclu que vous avez suivi tous les protocoles appropriés. En fait, votre réponse à la faille a été exemplaire. Merci, madame. Cependant,
votre environnement domestique a été jugé non sécurisé pour le travail à distance. Les futures missions nécessitant des documents classifiés devront être menées uniquement dans des installations sécurisées. Je comprends. Elle avait fermé le dossier et m'avait regardé directement. Comment vous en sortez-vous? Honnêtement, madame, pas très bien, mais je referai les mêmes choix. Bien, car c'est la seule bonne réponse. La sécurité nationale ne peut pas être compromise pour des relations personnelles. Au moment où vous placez la loyauté familiale au-dessus de la sécurité opérationnelle, vous devenez un fardeau. Oui, madame. Pour ce que ça vaut, Dubois, je suis désolé. Je sais que cela vous a coûté tout, mais vous avez sauvé une opération qui était déjà sur le fil du rasoir. Les renseignements auxquels votre famille a accédé comprenaient des données d'identification de source. Si cela avait été divulgué, nous aurions perdu des atouts critiques dans une région hostile. Des gens seraient morts. Ils ne comprennent toujours pas ça, avais-je dit doucement. Ils pensent que j'ai choisi la paperasse plutôt que la famille. Ils ne comprendront probablement jamais. La plupart des gens ne peuvent pas conceptualiser ce que nous faisons réellement parce que nous travaillons dans l'ombre. Nous prévenons des catastrophes qui n'arrivent jamais. Il n'y a pas de gros titres pour les attaques que nous arrêtons. Pas de crédit pour les vies que nous sauvons. Votre famille vous verra probablement toujours comme la personne qui a détruit leur vie pour rien. Je sais. Pouvez-vous vivre avec ça? J'y avais réfléchi. Vraiment réfléchi? Oui, avais-je finalement dit. Parce que je connais la vérité, et je sais que ce dossier de renseignement contenait des informations qui auraient compromis 8 sources humaines, 3 opérations en cours, et potentiellement révélé des méthodes de collecte de renseignements à des acteurs hostiles. Le confort de ma famille ne vaut pas ce prix. Celui de personne ne le vaut. La directrice Valois avait légèrement souri. Vous irez loin dans cette agence, Dubois. Malheureusement, vous serez aussi très seul. Elle avait eu raison sur les 2 points. 6 mois après l'incident, j'ai été promu analyste principal du renseignement avec une augmentation de salaire de 22% et une autorité opérationnelle étendue. Je travaillais sur des évaluations de menaces de haut niveau, je briefais des hauts fonctionnaires, je coordonnais avec des partenaires internationaux. Ma carrière n'avait jamais été aussi bonne. Ma vie personnelle était détruite. Maman a envoyé une lettre de sa formation de sécurité imposée par le tribunal. Elle était pleine de douleur et de confusion, me demandant pourquoi je leur avais fait ça, disant qu'elle avait seulement voulu comprendre mon travail, qu'elle était ma mère et méritait de savoir ce que sa fille faisait toute la journée. Elle n'avait toujours pas compris. Papa ne communiquait pas du tout. Amélie a envoyé un email, j'espère que ton travail en valait la peine. Tu as perdu ta famille. Thomas a écrit de prison fédérale. Contrairement aux autres, sa lettre montrait une certaine compréhension. Sandrine, je ne vais pas dire que je te pardonne parce que je suis toujours en colère. Ma vie est ruinée, mais je comprends maintenant. Ils nous ont fait suivre des cours sur les informations classifiées et pourquoi elles sont importantes. Je comprends ce qui aurait pu se passer si j'avais posté cette photo en ligne comme j'ai failli le faire. Je comprends que des gens auraient pu mourir. Je suis toujours en colère que tu ne m'aies pas mieux averti. Que tu ne m'aies pas fait comprendre, mais je sais aussi que j'aurais dû écouter quand tu m'as dit de ne pas toucher à tes affaires. Je n'ai juste jamais pensé que c'était réellement important. Je suis désolée, Thomas. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais reçue. J'avais répondu soigneusement. Toute correspondance en prison était surveillée. Je lui avais dit que j'étais désolée aussi, que j'aurais souhaité que les choses se passent différemment, que j'espérais qu'il reconstruirait sa vie une fois sorti. Je ne lui avais pas dit que je referais tout si je devais le faire, mais je le ferais. L'opération que j'avais analysée, l'opération Sable, avait réussi à intercepter une cellule terroriste planifiant des attaques coordonnées sur les réseaux de métro de 3 grandes villes. 47 personnes avaient été arrêtées. Des centaines, voire des milliers de vies avaient été sauvées. Ma famille ne saurait jamais que l'opération était classifiée. Le succès ne ferait jamais les gros titres. Les personnes dont les vies avaient été sauvées ne sauraient jamais à quel point elles avaient frôlé la mort. Mais je savais, et cette connaissance devait être suffisante. 1 an après l'incident, j'ai assisté à la libération de Thomas de prison fédérale.
Amélie était là, ne me parlant toujours pas. Maman et papa sont venus, mais se sont assis de l'autre côté de la pièce. Thomas avait l'air plus vieux, usé. La prison avait été dure pour lui, mais il m'a serré dans ses bras quand nous nous sommes rencontrés dehors. Merci d'être venu, avait-il dit doucement. Tu es toujours mon frère. Même après tout. Même après tout. Nous avons parlé un moment, une conversation soigneusement neutre sur ses projets, ses perspectives d'emploi, ses espoirs de reconstruction. Il avait posé des questions sur mon travail. J'avais dit, je ne peux pas en discuter, comme toujours, mais cette fois il a juste hoché la tête. Je comprends maintenant, avait-il dit. Il a fallu la prison pour que je comprenne, mais je comprends. Maman s'était approchée pendant que nous parlions. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de douleur. Ça valait le coup, avait-elle demandé. Détruire ta famille pour ton travail? J'avais pensé à l'opération Sable. Aux rames de métro qui n'avaient pas été bombardées. Aux gens qui étaient rentrés chez eux ce jour-là sans jamais savoir qu'ils avaient été en danger. Oui, avais-je dit doucement. Ça en valait le coup. Elle était partie, peut-être pour la dernière fois. Papa s'était arrêté en passant. Je ne te comprends plus, Sandrine. Je ne sais pas si je t'ai jamais comprise. Je sais, avais-je répondu. Et je suis désolée pour ça. Mais je ne suis pas désolée d'avoir fait mon travail. Il était parti sans un mot de plus. Amélie avait été la dernière à partir. Elle s'est arrêtée près de ma voiture. Tu le regrettes, avait-elle demandé. Chaque jour, avais-je admis, mais je ferai quand même le même choix. Alors tu n'es pas la sœur avec qui j'ai grandi. Non, avais-je acquiescé. Je ne le suis pas. Je suis quelqu'un qui prend son serment au sérieux. Quelqu'un qui comprend que protéger les gens signifie parfois faire des choix qui détruisent sa propre vie. Tu sauves des vies chaque jour en tant que médecin. Tu comprends le sacrifice. Pas comme ça. Pas en se retournant contre sa propre famille. Ils se sont retournés en premier, avais-je dit doucement. Quand ils ont décidé que mon travail n'était pas assez important pour respecter des limites élémentaires. Quand ils ont choisi la curiosité plutôt que mes avertissements répétés, ils ont fait leur choix. J'ai juste géré les conséquences. Elle était partie sans répondre. J'étais restée sur ce parking pendant longtemps, regardant ma famille brisée disparaître dans différentes directions, sachant que j'avais été celle qui nous avait brisés. Mais j'étais aussi restée là, sachant que quelque part des gens étaient en vie parce que j'avais fait mon travail. Parce que j'avais priorisé la sécurité nationale sur le confort familial. Parce que j'avais fait le choix difficile quand cela comptait. 2 ans plus tard, j'ai reçu la médaille du service exceptionnel de la communauté du renseignement. La citation était classifiée. Je ne pouvais dire à personne de quoi il s'agissait, mais la directrice Valois m'avait serré la main lors de la cérémonie privée. Votre travail sur l'opération Sable et les opérations ultérieures a été extraordinaire, avait-elle dit. Vous avez démontré exactement le genre d'intégrité dont cette agence a besoin. Merci, madame. Je sais ce que cela vous a coûté. Je suis désolée que cela ait coûté autant. C'est comme ça. Elle m'avait regardé pensivement. Vous savez, Dubois, la plupart des gens dans votre situation auraient laissé leur famille s'en tirer avec un avertissement. Auraient sécurisé les documents, leur auraient fait une sévère réprimande, n'auraient jamais signalé la faille. Cela aurait été plus facile, plus sûr pour votre carrière, honnêtement. Et faux, avais-je dit. Les protocoles existent pour une raison. Je n'ai pas le droit de les ignorer parce que l'application est inconfortable. Exactement. Et c'est pourquoi vous recevez cette médaille. Parce que l'intégrité signifie faire ce qu'il faut même quand cela vous détruit. La médaille était maintenant dans mon appartement dans un étui verrouillé qui nécessitait un accès biométrique. Comme tout le reste dans ma vie, c'était quelque chose que je ne pouvais pas partager, ne pouvais pas expliquer, ne pouvais pas utiliser pour aider les gens à comprendre qui j'étais ou ce que j'avais sacrifié. Ma famille ne me parlait toujours pas. Ils ne le feraient probablement jamais. Mais quelque part, des centaines de personnes étaient en vie parce que j'avais arrêté une attaque dont elles ne sauraient jamais rien. Parce que j'avais protégé des renseignements qui gardaient les sources en sécurité et les opérations sécurisées. Parce que j'avais choisi le devoir plutôt que la famille quand cela comptait le plus.
Cela devait être suffisant. C'était tout ce qu'il me restait. Et debout dans mon appartement sécurisé, regardant cette médaille classifiée représentant des sacrifices que personne ne pouvait connaître, j'ai réalisé quelque chose. Je referais tout. Chaque choix douloureux, chaque relation familiale détruite, chaque fête solitaire et anniversaire manqué et l'indifférence des gens que j'aimais. Je referais tout parce que c'est ce que le serment signifiait. C'est ce que le service signifiait. Et certaines choses, la sécurité nationale, l'intégrité opérationnelle, les vies de personnes qui ne sauraient jamais que j'existais, valaient plus que le pardon de ma famille. Même si cette vérité me laissait complètement seule, c'était suffisant. Cela devait être suffisant.